Madame. Mesdames et messieurs, honorable président du Sénat, honorables députés, messieurs et mesdames, excellences, les ministres, professeurs, mesdames et messieurs, chères filles et chers fils de l'Université de Kinshasa, chers invités, amis et sympathisants de l'Université de Kinshasa et du professeur Denis Mukwege. Monsieur le recteur de notre université nous a fait l'honneur de présenter le professeur Denis Mukwege à la communauté universitaire, à la communauté nationale et internationale. Ce choix a suscité quelques remous, quelques expliqués, pour des raisons qui sont un peu compliquées. Au moins une double raison. Un, je suis vraiment comblé, parce qu'à ma connaissance, il s'agit de présenter au cadet de la famille, un des aînés de la famille, qui a passé beaucoup de temps loin de la maison, dans le cadre de son travail. Et bien voilà, chers jeunes professeurs, jeunes diplômés de l'Université de Kinshasa et Polytechnique, chers aînés, recevez votre frère qui vient de rentrer à la maison avec, j'espère, tout votre enthousiasme que vous devez vivre avec vous. Vous permettrez de ramener les choses dans le cadre familial. Notre héritage commun. L'UNIKIN, ton université est fière de toi, de ton travail. Elle te reconnaît et reconnaît en ta personne ses valeurs fondatrices. Science avec conscience, au service de la société, pour la société et dans la société. Surnommé l'homme qui répare les femmes, le docteur Denis Mukwege a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes en contexte de guerre et des polytechniques de l'UNIKIN. Il s'inscrit en 1976 à la faculté de médecine de Burundi, où ont enseigné également plusieurs de professeurs de notre alma mater, mais également de Lubumbashi. Son diplôme de médecin obtenu en 1983, il fait ses premiers pas professionnels à l'hôpital de l'Emera, situé au sud de Bukavu. En 1984, il obtint une bourse de la Swedish Pentecostal Mission pour suivre une spécialisation en gynécologie à l'université d'Angers en France, non loin de Nantes, où en fait je vous guettais quotidiennement. Le 24 septembre 2015, il devient agrégé, c'est-à-dire détenteur docteur à thèse en sciences médicales à l'Université libre de Bruxelles, après avoir soutenu une thèse intitulée Étiologie, classification et traitement des fistules traumatiques urogénitales et génito-digestives basses dans l'Est de la RDC. En 1989, il choisit de retourner au Congo pour s'occuper de l'hôpital de l'Emera, dont il devint médecin directeur. En 1996, lors de la guerre dite de l'Afrique, son hôpital est brutalement détruit lors de l'attaque de l'Emera. Mukwege échappe à la mort alors que plusieurs malades et personnels soignants infirmiers sont assassinés. Il s'est réfugié à Nairobi pour quelque temps, puis décide de retourner au Congo, son pays de cœur. Avec l'aide d'une association caritative suédoise, il y fonde l'hôpital Panzi à Bukavu. Il se voit alors confronté aux mutilations génitales pratiquées sur les femmes. Profondément marqué par ces violences, il décide de faire connaître au monde la barbarie dont sont victimes les femmes à l'est de la RDC et d'agir pour leur venir en aide. Dans une région où le viol collectif est utilisé comme arme, non seulement une arme de guerre,
mais aussi comme une stratégie macabre de réduction de la capacité procréative de nos sœurs et femmes, le docteur Denis Mukwege se spécialise dans la prise en charge des femmes victimes de ces agressions sexuelles, leur apportant une aide médicale, mais aussi psychique, économique et juridique. Pour mettre fin à l'emploi de violences sexuelles en tant qu'arme de guerre, pendant ces temps-là, même notre chaîne nationale a pris l'option de garder le silence et de tourner le dos collectif des Congolais sur cette prouesse du fils de l'unique. En 2020, le gouvernement de la République est préoccupé par la sécurité du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Au cours du phare, selon le président Félix Tshisekedi, j'ouvre les guillemets, intimidation, correspondance haineuse et menaces de mort sont les lots quotidiens du réparateur de femmes violentes. Qui a sa politique et qui est une politique féministe. Et je crois que, monsieur le recteur, avoir choisi de mettre les femmes au premier plan, non seulement vous honorez notre pays, mais aussi vous êtes en train de démentir ce que les autres pensent de nous, Africains, et des Congolais en particulier. Les femmes qui sont venues nous accueillir, parmi elles, il y avait des élèves, des professeurs. Et je voulais vous dire une chose. La seule raison qui peut faire qu'un élève se batte, c'est lorsqu'on insulte sa mère. Qui n'a pas fait? Je suis pacifiste, mais dans mon enfance, insulter ma mère, c'est vous êtes plus fort que moi. Que la femme, non seulement a une place de choix dans nos cœurs, merci pour ce que vous êtes pour notre nation. Je crois que je ne pouvais pas commencer aussi bien ma conférence que par cette introduction où j'ai dit à toutes les femmes qui sont dans la salle, malheureusement elles sont minoritaires, je ne sais pas si c'est sélectif ou c'est un accident, mais... Accident. Mesdames, vous qui êtes dans la salle, sachez qu'il n'y a pas ni des politiciens seulement, ni des ONG, ni de l'extérieur, mais viendra aussi de tous les travaux scientifiques que vous allez conduire dans cette université pour comprendre la complexité de cette question et de pouvoir y apporter des solutions adéquates. Le viol comme arme de guerre est une question qui a toujours été sous-estimée dans les conflits. Mais depuis la nuit des temps, le viol est un crime invisible, ignoré et souvent considéré tout simplement comme un dommage collatéral et inévitable d'une guerre. Mais depuis l'adoption des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité, où la République démocratique du Congo, nous avions pesé lourdement pour que cette résolution soit votée, il y a une reconnaissance
du viol comme une arme de guerre qui exacerbe la situation de conflits armés, mais également empêche la restauration de la paix et de la sécurité. Et ça, nous le considérons comme une avancée majeure, puisque partir d'un fait qui était considéré comme inévitable dans un conflit armé est aujourd'hui un crime de guerre, un crime contre l'humanité, et en fait, récemment, peut être un acte constitutif du crime de génocide. Vous pouvez voir très bien que l'évolution est longue, mais avant de trouver une solution à une question, il faut d'abord poser la question. Si on ne pose pas la question, on ne peut pas trouver de solution. Donc ce qui apparaissait comme une conséquence inévitable de la guerre, aujourd'hui semble tout simplement pouvoir devenir évitable. Et c'est ce que nous allons voir au cours de cette conférence, parce que je crois que lorsque quelqu'un pose un acte de viol, il doit considérer qu'il y a la loi, répandre dans tous les conflits contemporains, malgré ces outils que nous avons aujourd'hui, et tromper sur les objectifs de viol. On va le voir, c'est une arme absolue pour tout simplement assujettir tout un peuple. En Bosnie, au Rwanda, au Sud-Soudan, le viol a été utilisé comme une technique d'épuration ethnique, alors qu'au Nigeria, en Irak, en Syrie, la vente des femmes sur le marché d'esclaves fait tout simplement honte à nous tous, à la communauté internationale, et doit nous interpeller. Vous imaginez, à notre siècle, vous mettez une femme au marché, vous venez de le constater. Et aujourd'hui, même si ça peut donner cette impression qu'en Est, il n'y a plus la guerre, nous soignons 5 à 7 femmes survivantes de violences sexuelles qui nous consultent chaque jour. 10 000 survivantes qui sont prises en charge par notre hôpital. Cette situation nous avait amené à nous interroger puisque, après avoir travaillé 15 ans dans une région où vous êtes le seul gynécologue obstétricien et que vous constatez que chaque jour on vous apporte des femmes avec des lésions indescriptibles, on a alerté la communauté internationale sur le plan scientifique en écrivant Rape is extreme violence. Et cet article, nous avions espéré que ça pourrait un tout petit peu éveiller la communauté internationale par rapport à ce qui se passait dans notre région. Ce qu'on considérait au départ comme un fait passager, c'était une stratégie de guerre. Nous avions écrit cet article pour alerter la communauté scientifique sur la façon de commettre le viol que nous allons décrire après, et qui consiste tout simplement à une stratégie de guerre. Qu'est-ce que nous avions constaté dans cette publication était souvent corrélé, là où il y avait des mines de coltan, cassitérite, tungstène, c'est là où étaient également des groupes armés qui commettaient ces viols, et c'est là où venaient les femmes que nous soignons à Panzi. Donc la présence des minéraux amenait les groupes armés, et quand il y avait les groupes armés, la meilleure façon de pouvoir contrôler les territoires, c'est commettre des actes odieux, ignorants, pour que la population puisse quitter les zones. Nous avons essayé de comprendre en regroupant dans les interrogatoires. Il était rare qu'une femme soit violée par une personne. Souvent, c'était le viol collectif
donc fait par plusieurs personnes. Et souvent, les femmes me disaient, au 3e, au 4e, j'avais perdu connaissance et je ne sais plus combien ont pu les violer. Donc, viol collectif, mais aussi des viols qui se font en public. Le mari est obligé d'être là et voir sa femme violée en sa présence. Et lorsqu'il résiste, souvent, il payait de sa vie. Ce qui est plus difficile à supporter, c'est obliger les enfants à assister à des scènes macabres. Et malheureusement, parfois les enfants sont forcés de violer leurs propres parents. Et bien sûr, pour les jeunes femmes, souvent, elles sont retenues ou amenées pour faire l'esclavage sexuel. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas une impulsion sexuelle, eux-mêmes sont traumatisés à leur tour. Donc ça fait que la femme, elle est la victime directe, mais son entourage devient plutôt, va y trouver des victimes indirectes. Et ceci, je dois dire que les hommes qui ont eu le courage de venir me voir, leur plainte principale était, depuis qu'on a violé ma femme, je ne peux plus avoir de rapports sexuels. Et les femmes, elles ont l'impression que le monsieur ne veut pas de rapports sexuels puisqu'il ne veut pas d'elle. Mais en réalité, c'est puisque psychologiquement, il a été complètement détruit et qu'il ne peut plus accomplir un acte. Il est dans l'impuissance totale. Et si ça arrive que l'homme ne soit plus capable de compléter l'acte sexuel à cause de son vécu, je crois que vous ne pouvez plus demander à cet homme de faire grand-chose pour la société. Cette image me suivait et leur plainte était toujours « quand je sais, je ne peux plus ». Ces viols sont systématiques car ils tiennent par compte de l'âge. Le bébé, le moins âgé que j'avais soigné, avait 6 mois. Et vous pouvez vous imaginer 6 mois pénétré par un adulte, c'est que ça donne comme lésion. J'ai toujours en tête une mamie qu'on pouvait estimer qu'elle a plus de 90 ans, qui avait tout simplement dit, après qu'on l'ait réanimée, et quand elle a repris naissance, elle a dit « Pourquoi vous me laissez vivre? J'ai été violée en présence de mon petit-fils. Et mon gendre, je ne peux plus les regarder dans les yeux. Nous avions fait tout ce que nous pouvions faire. Et cette vieille dame, malheureusement, à cette époque, on n'avait pas de psychologue. Elle était morte. C'était là qu'elle faisait tout simplement de vivre. Donc, ce sont des viols systématiques qui ne tiennent pas compte de l'impulsion sexuelle. Quelles sont les conséquences? Il y a 4 conséquences que je voudrais que nous puissions développer ensemble. D'abord, le déplacement massif de la population, la réduction démographique, la destruction de l'économie et la destruction du tissu social et de la vie familiale. Quand vous voyez ces 4 conséquences, ce sont les mêmes conséquences, les mêmes impacts que vous avez avec une arme classique
Mais ici, l'arme qui est utilisée, c'est une arme à moindre coût. En public, le mari était là. Souvent, le mari même part le premier, puisque tout le monde se moque de lui. Lorsque ça devient répétitif, quand ça se passe une fois, il y a des courageuses qui disent « Où est-ce que je vais aller ?» Mais lorsque ça se passe 2 fois, 3 fois, la recherche de la sécurité s'impose et les femmes quittent leur village. Et enfin, lorsque les femmes pensent aux différents types de tortures qu'elles subissent et qu'on leur dise que ces groupes armés sont proches, il n'y a pas de choix que de quitter et les villages se vident de leur population juste par un acte malsain, odieux, ignoble, qui est le viol. La réduction démographique. Nous avons été amenés à soigner des femmes qui sont venues et qui, après avoir été violées, des contondants, des baïonnettes. En fait, c'est comme si on s'acharnait à la porte d'entrée à la vie. Et tout ceci s'entraîne une capacité de se reproduire. Mais avec ces viols qui sont commis de façon collective, les risques d'infection au VIH est très élevé. Et les femmes, souvent aussi, elles ont été violées en revenant du marché ou lorsqu'elles sont parties chercher du bois, des chauffe, et qu'elles ont peur de dire ce qui est arrivé, elles vont constituer tout simplement un réservoir de virus. Elles vont d'abord contaminer de façon horizontale à leurs partenaires sexuels, mais également, lorsqu'elles sont enceintes, les risques de transmission verticale est élevé. Une jeune fille de 12, 13, 14 ou 17 ans qui a été violée, eh bien, dans notre société, la moyenne c'est 5 à 6 enfants. Ces enfants ne verront pas jour, tout simplement puisque la stratégie est efficace. Et là, c'est très difficile à tous les défenseurs des droits de l'homme de venir enquêter sur le génocide qui se commet sur ces enfants, sur ces femmes. La destruction de la capacité économique. Souvent, les villages entiers sont incendiés, les récoltes sont pillées, lorsqu'on ne peut pas les amener, malheureusement, on le brûle. Mais alors, il y a le pillage des ressources naturelles qui est plus connu. Aujourd'hui, notre pays saigne par ces groupes armés. Vous ne pouvez qu'aller voir les exportations des minéraux comme l'or, la cassitérite, le coltan, chez des pays voisins qui n'ont pas ces mines, mais qui vendent pour des milliards. Et donc, ils n'ont aucun intérêt que la guerre puisse s'arrêter, puisque leur économie, c'est une économie de guerre. Ils vont plus loin, puisqu'ils pillent également des biens privés. Et ceci, c'est pour entraîner la pauvreté extrême dans notre communauté. La destruction du tissu social, lorsque les viols se font en public, avec torture, on a vu que sur le plan social, les femmes sont rejetées, pas seulement par le mari, mais elles sont rejetées également par la communauté. On les considère comme elles deviennent intouchables. Ces femmes, souvent, ne peuvent pas aller
marcher, ne peuvent pas aller à l'église dans un territoire du sud Kivu, à Chabunga. On avait violé la femme d'un pasteur à la chair. On a fermé les portes, on l'a violée devant tout le monde. Le mari qui a essayé de se débattre, il a été tué sur le champ. Après cette scène, cette église n'était plus une église. Et vous pouvez comprendre, la femme du pasteur, tout le monde la considérait comme une maudite. C'est arrivé avec des femmes, des chefs coutumiers. C'est arrivé avec des femmes des différents responsables. C'est arrivé avec des religieuses. Sachez que c'est une façon de détruire les symboles. Et une fois que le symbole est détruit, vous étiez la femme du moine ou du chef coutumier. Le jour où vous êtes violé, vous perdez votre identité. Vous étiez une vierge religieuse. Le jour où vous êtes violé, tout le monde dans le village vous pointe du doigt. Donc le viol entraîne une perte d'identité, d'abord individuelle. C'est la raison pour laquelle c'est un geste qu'ils commettent pour que tout le monde voit, tout le monde comprenne l'ascendance qu'ils ont sur les communautés. Mais lorsque le chef coutumier ne peut plus donner de l'ordre, puisque tout le monde dit, vous dites vous êtes chef, mais l'autre fois, votre femme a été violée par 5-10 personnes, quel ordre vous allez lui donner? Le résultat, c'est qu'il y a une perte d'identité communautaire. Chacun ne retrouve plus son rôle dans la communauté. Et donc, lorsqu'il n'y a pas une organisation sociale communautaire où il y a une interdépendance communautaire, cette perte d'identité communautaire va se compliquer avec les enfants qui naissent issus du viol. Ce sont des enfants qui n'ont pas de filiation. Un jour, vous nous avez appelé pour qu'on rapatrie 3000 enfants toujours des Chabunda, mais on va les envoyer au Rwanda chez qui? Vous dites que ce sont des enfants du serpent, ce sont des Interahamwe, vous les appelez tous les noms. Mais ce sont des pauvres innocents, ils n'ont rien fait du mal pour mériter. Ils n'ont pas demandé de l'être. Mais le fait d'être dans la communauté, la mère souffre à cause d'elle ou d'eux. Ça entraîne tout simplement des réactions parfois où on vient nous déposer des enfants au portail de l'hôpital sans qu'on sache qui les a déposés. Puisque aussi, même si la femme veut garder l'enfant, on a eu des témoignages où la femme, la société dit, oui, vous pouvez vous remarier, ou vous pouvez vous marier, mais à condition de ne pas venir avec cet enfant du serpent, puisque ce sont ces pères qui ont tué ou massacré toute notre famille. Ce sont des raisonnements qui nous posent problème. C'est une bombe à retardement dans notre société, puisque ces jeunes, aujourd'hui, il y en a qui ont 20 ans. Et comment on les gère? Si nous on les rejette, il y aura toujours des groupes armés qui peuvent les récupérer et ils vont nous faire encore plus mal. Donc vous comprenez très bien que c'est une situation qui entraîne la perte de la cohésion sociale. Et lorsque
on détruit la cohésion sociale. La société se trouve dans une incapacité organisationnelle. C'est ce qui permet, je parle sous contrôle des anthropologues et sociologues qui sont là, mais lorsque vous n'avez plus de chef, le mari n'est plus mari, l'épouse n'est plus la femme, les enfants disent aussi, qu'est-ce que vous allez nous dire quand ils étaient ici, voilà ce qu'ils vous ont fait, nous on va à l'école puisqu'on a traîné, vous voulez nous imposer vos règles, vous ne savez pas les imposer à ces groupes. Donc, on est dans une société où il n'y a pas, on est incapable de s'organiser. Ça va entraîner tout simplement, lorsque quelqu'un de l'extérieur entre chez vous et vous trouve en train de vous bagarrer, eh bien, il peut vous contrôler vous deux, très facilement. L'occupation territoriale. Qu'est-ce que nous faisons? Notre prise en charge s'est faite en 4 piliers dans un modèle de guichet unique, psychologique, socio-économique et légal. Nous avons publié un article de ce modèle holistique centré sur la victime. Et sur le plan médical, nous procédons tout simplement à un examen clinique et paraclinique classique. Et les moyens que nous avons, c'est de faire la prévention des grossesses non désirées après viol, grâce au kit de post-exposition que nous avons. Nous pouvons également faire la prévention des infections sexuellement transmissibles et le VIH par les antibiotiques et les ARV. Et nous pouvons faire la chirurgie des lésions génito-urinaires et digestives basses lorsque les patientes se présentent avec ce type de lésions. Nos indications, c'est que nous faisons une sensibilisation communautaire pour que les femmes puissent se présenter avant 12 heures du viol, lorsqu'elle a un rapport sexuel avec un partenaire non intime. Ceci peut permettre à ce que la prise en charge puisse se faire, surtout la prévention du VIH, des infections sexuellement transmissibles et de la grossesse non désirée. Après 72 heures, malheureusement, on n'a plus qu'à soigner les infections et les lésions génitales lorsqu'elles existent. Nous avions introduit un modèle de certificat que nous pratiquons aux arrière-grands-parents. Ils connaissaient des catastrophes et ils savaient très bien comment. Nous, Congolais, nous sommes un peuple exceptionnel. Je vais vous dire, si vous allez en Angola aujourd'hui, j'ai vécu ici à Kinshasa. Dans les années 73, 76, on avait plein de bazombo. On les a aimés comme nos frères. On les a donné l'éducation. On les a donné tout ce qu'on pouvait donner. On ne les a pas exclus. Et je pense que quand vous allez à Luanda, il y a plein de gens qui vous accueillent en parlant français pour vous dire que moi j'ai étudié chez vous. N'est-ce pas? On n'a pas de problème. C'est réconcilier. Moi je suis chrétien, je suis de surcroît fils de pasteur et pasteur. La réconciliation elle est très importante, mais on ne doit pas faire une réconciliation qui nous fait paraître comme si on était de... Non. Nous devons poser nos conditions, et je crois qu'en demandant cette justice, personne ne nous traitera des extrémistes. Parce que partout au monde, ils ont fait la même chose.
Et je considère que les Congolais n'est pas différent des autres peuples. Donc, ils méritent aussi. Il y a beaucoup de discussions. S'il vous plaît, cette stratégie doit tenir compte de la forte implication des pays tiers dans les conflits armés que nous avons connus, qui sont des conflits armés internationaux ou même internationalisés, qui ont ravagé notre pays. Il y a des gens qui veulent accepter l'inacceptable. À supposer qu'on nous propose la justice qui va se limiter à la République démocratique du Congo. Nous savons qu'il y a eu 9 pays qui ont fait des dégâts ici au Congo. On l'a appelé la guerre mondiale africaine. Alors, moi je pose la question. Si dans votre village, c'était des Zimbabwéens, c'était des Namibiens, c'était peut-être des Tchadiens, des Rwandais, écoutez, ici nous avons besoin que cette stratégie que nous allons faire pour la justice transitionnelle puisse tenir compte du fait que ce n'est pas un conflit, on n'a pas connu une guerre ethnique, c'est un conflit internationalisé et ça doit être traité comme tel. Je vous donne seulement un exemple. Le général, Laurent Nkunda, il a un mandat d'arrêt, mais il est libre, n'est-ce pas? Alors, si on ne peut pas extrader celui-là, comment vous espérez extrader les autres? Alors, ça serait une justice pour les Congolais, mais même si le crime a été commis par les étrangers, on va condamner seulement les Congolais. Et ça, ce n'est pas une justice. Puisque parfois aussi les Congolais ont agi sur l'ordre d'un étranger. Donc, si nous allons avoir une stratégie, il faut que nous puissions demander à la communauté internationale une stratégie qui est holistique, qui nous donne, ça va. S'ils refusent de nous donner, nous on note et on dit, arrêtez de nous parler encore de l'égalité de peuple, puisqu'à ce moment-là, nous sommes traités différemment que les autres. Il faut intégrer une forte dimension du genre. Vu le recours massif au viol méthodique et systématique, on ne peut pas avoir une stratégie qui ne tiendra pas compte de ça. Il y a un colonel qui, le crime qui était fait dans les territoires de Fizi, vient d'être nommé comme commandant de la même région. Comment voulez-vous que cette personne puisse respecter cette population? Il a tué il y a quelques années presque 900 personnes à Makobora, aujourd'hui commandant de la même région. C'est un traumatisme pour les victimes. Et donc, la réforme institutionnelle doit garantir le non-renouvellement et surtout permettre à ce qu'il y ait des victimes. Tu as tué, eh bien, on ne va pas mettre tout le monde en prison. Mais reconnais au moins que j'avais fait du mal et que je ne pourrai plus continuer. Et peut-être que votre place n'est plus là où vous étiez. Vous pouvez faire autre chose. Les victimes du secteur de la sécurité est très très important en République démocratique du Congo, sinon on ne sait pas avancer. Le mécanisme judiciaire, quand nous parlons du tribunal pénal international ad hoc pour la RDC, qu'est-ce qu'on nous répond? C'est trop cher, c'est trop compliqué. Donc c'est plus cher que 100 millions de personnes. La MONUSCO coûte 1 milliard 500 millions par an. Nous, ce que nous disons, sous contrôle des juristes ici présents, un tribunal pénal, à mon avis,
internationale devrait permettre de juger peut-être 10 commanditaires, les 10 gros poissons. Et on dit, bon, ça va. Mais si nous avons des chambres spécialisées mixtes, où il y a des juges, des magistrats congolais et des magistrats étrangers dans les provinces, je considère que nous pouvons commencer à construire un système judiciaire qui pourrait être solide. Ça prendra du temps, mais ne pensez pas que lorsque on invite d'avoir des magistrats qui viennent d'ailleurs, ça va nous diminuer de quelque chose. Pas du tout. Moi, je suis fier quand je rencontrais Mutanzini. Je l'avais vu ici quand il était l'avocat général. Aujourd'hui, il fait la fierté de la République démocratique du Congo en République centrafricaine. Et je pense que ça ne diminue en rien. Donc, les chambres spécialisées, il y a ceux qui nous disent qu'il faut un tribunal pénal spécial hybride. Moi, je ne vois pas très bien la différence entre les chambres spécialisées, etc. Ce que je sais, un tribunal pénal international, c'est la décision du Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité ne prendra jamais cette décision si, à qui nous dormons et nous considérons que notre pays est très bon. Jamais. Nous avons besoin, dans ces programmes holistiques, des programmes de réparation, tant judiciaires qu'administratifs. On a absolument besoin des mécanismes de recherche de la vérité. Et ici, je crois que dans cette recherche de la vérité, il ne faudrait pas que nous puissions nous priver des initiatives de préservation de la mémoire. Si aujourd'hui vous allez dans toutes les villes congolaises où il y a eu des massacres, il n'y a rien qui peut vous montrer que des catastrophes se sont passées. Comment nos enfants sauront qu'il faut être prudent si on n'écrit pas l'histoire, si on n'a pas de mémoire? C'est très important. Mesdames et messieurs, moi je crois, j'ai des collègues qui ont été enlevés de chez eux. On les a tués. Les personnes qui les ont enlevés de chez eux sont connues. Et 20 ans après, ils ne peuvent pas nous montrer leur corps. Et attention, si dans d'autres pays on fait des exhumations, c'est pour permettre à ceux que nous puissions conduire un deuil. Et le Congolais n'a jamais fait le deuil. Tu vas faire le deuil comment? Par la résolution 2467 des Nations Unies, nous avons mis en place un fonds mondial qui s'appelle le Global Survivor Fund. Et ces fonds-là, c'est pour permettre à ce que la victime, avant qu'elle ait justice, qu'elle puisse accéder à une forme de réparation administrative qui la permet de continuer de vivre. Puisque s'il n'y a pas une forme de réparation de ces gens, toutes ces femmes meurent avant que nous sommes en train de discuter sur la justice transitionnelle. Elles sont en train de mourir une à une. Et nous plaidons pour que, avant qu'il y ait la réparation totale qui doit être faite par les États, il faut qu'il y ait une forme de réparation qui doit être une réparation administrative permettant les femmes d'avoir même le courage de continuer à se plaindre, répondre aux invitations de leurs juges naturels. Et ceci, c'était juste pour répondre à cette demande des survivantes. Assez rapidement, ça c'est lorsque on plaidait au Conseil de sécurité pour la création de ces fonds qui a vu les jours. Et aujourd'hui, nous sommes en phase pilote. Et pour cette phase pilote, nous avons des projets en Irak, en République centrafricaine, en Guinée. Au Congo, nous avons choisi la province
de Kasaï, Kasaï central et la province du Sud-Kivu. Et nous pensons que si notre expérience réussit, il faut que les victimes de violences sexuelles qui ont leur certificat médical, qui ont la preuve de ce qu'elles ont subi, avant que les juges se prononcent, qu'elles puissent accéder aux soins. Et les soins, ça doit être un droit humain pour les victimes de violences sexuelles. Mais leur donner la possibilité de travailler. Et c'est faux. Nous sommes très fiers de constater que le gouvernement congolais s'implique à créer un fonds congolais. Notre but avec le Global Survival Fund, ce n'est pas d'aider les États, mais plutôt de conseiller les États, pousser les États, s'ils ont besoin d'une expertise, leur donner l'expertise de créer leur fonds national. Puisque la réparation ne doit pas être de l'aumône. La réparation, c'est une responsabilité que les États doivent porter. Et je pense qu'en République démocratique du Congo, nous sommes en avance par rapport à cette question. Nous sommes fiers, on verra jusqu'où ça va aller, mais pour le Global Survival Fund, nous avons déjà commencé dans ces deux provinces. Et je peux vous dire que le peu qu'on donne à ces femmes transforme complètement leur vie. Mesdames et messieurs, à l'instar de tous les peuples, le peuple congolais a droit à la vérité, à la justice, à la mémoire et aux réparations.